Rémi, tu peux, s'il te plaît, du coup, mettre le document. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Merci de participer à cette webconférence autour de l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup d'inscrits à cet événement. Je pense qu'il y en a encore qui sont en train de se connecter. Donc, on va faire une brève introduction avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on souhaitait aujourd'hui, c'était de vous présenter un peu les résultats d'un travail qu'on a mené donc en collaboration avec le cabinet NRK Conseil autour de la place finalement de la mécanique dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Alors, devant le contenu assez important donc on a pu obtenir. On a préféré en fait vous diffuser les résultats de cette étude en deux parties. Donc aujourd'hui, on a abordé l'aspect production et stockage hydrogène. Et la semaine prochaine, même jour, même heure, on va dire, les aspects plutôt distribution et utilisation d'hydrogène. Donc, pensez bien à désactiver votre micro hein, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre du mieux possible à l'issue de la présentation. Alors, diapositive suivante. Juste pour présenter hein, que la veille sur l'hydrogène, donc c'est quelque chose qu'on a démarré, on va dire, début 2020. Et donc on s'est intéressé à la fois à des problématiques techniques assez, on va dire, mécaniques, hein, finalement, de technologie de fabrication, de fragilisation, d'étanchéité. Également, on s'est intéressé à des composants mécaniciens, donc par exemple les compresseurs, les réservoirs cryogéniques, et également aux usages potentiels, hein, à la fois dans la mobilité, mais également donc pour les applications stationnaires, la décarbonation de l'industrie. Donc, on essaie de publier le plus souvent des notes et dossiers sur des sujets spécifiques en lien avec cette filière. Et régulièrement, nous vous proposons des webinaires dédiés à l'hydrogène. Diapositive suivante. Alors, pour préciser, hein, donc on a publié 5 nouveaux dossiers et notes en lien avec l'hydrogène dans notre mécatech hein, au cours des 2 derniers mois. Donc ce webinaire en fait aussi fera l'objet d'un dossier qui sera également publié dans la mécatech. Alors pour montrer, hein, on s'est intéressé récemment à l'influence de l'évolution de l'infrastructure gazière liée à un passage du méthane à à un gaz, un méthane contenant également de l'hydrogène. On s'est intéressé également à l'hydrogène naturel. Alors ça, c'est un sujet nouveau. Hein, finalement, il y a nombreux travaux dans le monde pour essayer comment dire, de quantifier l'hydrogène existant à l'état naturel et également les conditions pour pouvoir l'extraire et l'exploiter. On a également suivi une conférence mondiale hein, dont on a fait un dossier un peu de restitution d'informations intéressantes issues de cet événement. On s'est intéressé également aux éléments de stations de distribution d'hydrogène et également on avait fait un dossier sur le moteur à combustion interne hydrogène en 2020 qu'on a mis à jour par rapport avec une note, donc parce il y a eu de nombreuses annonces récentes de fabricants de moteurs qui se lancent sur l'hydrogène. Donc là, c'est un panorama très, très succinct de l'activité veille hydrogène au CETIM. Et dans ce contexte, on a vraiment souhaité pouvoir rentrer dans la chaîne de valeur, dans les différents composants de la chaîne de valeur, et c'est vraiment de rentrer dans le détail et de voir ce qu'il en est, ce que cela représente et ce que cela peut représenter comme activité pour les mécaniciens. Et c'est pour ça donc qu'on va vous présenter ce retour
d'expérience et d'études. Donc, je vais passer la main à Karel Hubert de NRK et qui va pouvoir vous introduire cette étude hydrogène. Et ensuite, Rénuit vous présentera de manière plus détaillée donc, les informations issues de ce travail. C'est à toi, Karel. Parfait. Merci Bertrand. Donc bonjour à tous. Simplement pour me présenter succinctement, donc Karel Hubert, président du cabinet d'études NRK. Donc NRK en quelques mots, nous on est un cabinet d'études spécialisé dans l'hydrogène. On ne traite vraiment que de ce vecteur énergétique et on travaille sur le terrain à développer des écosystèmes avec les collectivités, mais aussi les énergéticiens et à développer aussi des études stratégiques, des notes de veille, et c'est en partie pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Renouy Ramirez qui se présentera plus en détail quand il reprendra la parole. Donc Renouy a été en charge de l'étude, donc il vous présentera tout le volet technique. J'aurai pour ma part à charge la présentation succincte au début du volet plutôt stratégique et marché. Et je suis aussi accompagné donc de Kelly Girona, qui est experte de la thématique hydrogène puisqu'elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur chez différents fournisseurs d'électrolyseurs de stations et de piles à combustible, et du coup sera avec nous pour compléter éventuellement les éléments de questions-réponses qui viendront. Donc je reprends très succinctement le programme, mais donc comme Bertrand l'a présenté, ce webinaire est une première partie sur 2 webinaires finalement. Je prendrai la parole pour vous présenter les éléments stratégie et marché. Renouy prendra la main sur les aspects techniques, du coup, qui vous présentera, et aujourd'hui seront traités uniquement la production et le stockage. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une deuxième partie. Donc, ce qu'il faut bien retenir par rapport à la méthodologie qu'on a mis en place pour cette étude et donc cette restitution de webinaire, c'est qu'il a fallu choisir des composants, puisque la mécanique, bon ça je vous l'apprends pas, mais on le retrouve vraiment partout, dans plein de composants, plein de procédés. Donc on a essayé de se focaliser sur les plus importants, ceux avec plus de valeur ajoutée, avec quelques ouvertures, comme vous le voyez donc sur le schéma ci-dessous. Et n'hésitez pas voilà, à poser des questions dans le chat pendant la présentation si vous souhaitez approfondir tel ou tel sujet. Donc, d'un point de vue marché, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a une tendance de fond. Donc là, aujourd'hui, on va juste parler d'électrolyse. Hein, je ne m'attarde pas sur les autres procédés. Mais sur l'électrolyse, il y a une tendance de fond qui est la centralisation. En fait, vous avez la possibilité de produire votre hydrogène à un endroit séparé de la distribution de cet hydrogène. Et à titre d'exemple, sur le projet Zero Emission Valley, qui consiste à déployer 20 stations en Auvergne-Rhône-Alpes d'ici 2023, initialement, le projet était de construire 15 électrolyseurs pour 20 stations. Donc autant dire qu'on était sur une approche très décentralisée avec des électrolyseurs accolés aux stations de distribution. Or, aujourd'hui, le programme évolue, et c'est ce qu'on constate aussi dans les autres régions, vers une centralisation de l'infrastructure de production. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 3 électrolyseurs massifs qui vont distribuer sur les 20 stations. Donc le nombre de stations reste inchangé, mais on a toute une logistique qui s'est mise en place autour de ça. Et donc, sans rentrer dans le détail des composants, parce que ça, c'est vraiment Renouy qui va s'en occuper, c'est le message clé à retenir, on est sur une massification des infrastructures. Ça, c'est simplement sur ce slide une illustration visuelle pour bien vous illustrer qu'on peut avoir un conteneur de production et un conteneur de distribution, puisque vraiment, c'est 2 éléments qui peuvent être séparés avec un bout de transport au milieu. Donc, je profite aussi de cette introduction pour faire un rapide rappel sur l'hydrogène et les différentes couleurs. Donc, simplement, bien garder en tête que c'est comme l'électricité, l'hydrogène c'est un vecteur et quelle que soit la couleur qu'on y accole, c'est bien toujours la même molécule. Voilà. Une molécule d'hydrogène n'a pas de couleur proprement dit. Par contre, tout dépend de comment il est produit. Et donc, les taux d'émission vont définir, donc de CO2, vont définir comment cet hydrogène va être catégorisé. Au-delà des 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène,
on se retrouve avec un hydrogène qu'on appelle carboné, donc aussi appelé gris. Et en dessous de ces 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, on est en bas carbone. Et après, les couleurs vont être définies simplement sur le fait que cet hydrogène bas carbone va être produit à partir de ressources fossiles ou non renouvelables. Donc là, on retrouvera l'électrolyse par nucléaire ou capture de carbone avec reformage de méthane, ou alors un hydrogène renouvelable qui est lui d'origine matière première renouvelable. Voilà. Je ne m'attarde pas trop dessus, il y a tout un annexe qui sera fourni et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat. Enfin, pour terminer cette rapide introduction, on voulait simplement vous remettre les ordres de grandeur en fait en tête sur les objectifs de déploiement. Et donc, on a des objectifs de déploiement européens en termes de production d'hydrogène par électrolyse. J'y reviens, mais là, les objectifs sont clairement fléchés sur l'électrolyse de 40 gigawatts à l'échelle européenne, sachant que, donc, à horizon 2030, pour la même horizon de temps, en France, on est à peu près sur 6 gigawatts de production par électrolyse. Cet hydrogène qui sera produit massivement, il est utilisé, en tout cas prévu d'être utilisé dans l'industrie en premier lieu. C'est là où il y a les plus gros volumes à court terme, dans une industrie déjà consommatrice d'hydrogène, mais aussi dans des nouvelles industries consommatrices potentielles d'hydrogène, comme la métallurgie. Donc ça, c'est vraiment des points importants à avoir en tête. Et dans un deuxième segment, qui est le segment de la mobilité. Et on reviendra sur ce message-là, mais la mobilité, on ne parle pas de la voiture, du tout venant, de Monsieur Dupont, véhicule léger. Ça, c'est plutôt un segment qu'on pressent plutôt fléché vers la batterie. Par contre, on va parler des taxis, qui on va avoir des contraintes opérationnelles assez fortes, et surtout des engins lourds, du ferroviaire, du maritime. Et c'est là où l'hydrogène a sa grosse valeur ajoutée. Donc, un des messages clairs qu'on veut faire passer, c'est que cet hydrogène, dans les usages mobilité, quand on va parler des réservoirs piles à combustible, il faut bien se projeter non pas sur la voiture, mais plutôt sur le camion pour suivre la tendance du marché. Une fois qu'on a fait cette rapide introduction, je laisse la parole du coup à Renoui pour rentrer dans le vif du sujet et rentrer donc dans la technique et les aspects composants mécaniques des morceaux choisis de la filière. Voilà, à toi Renoui. Merci Karel pour ton introduction. Donc, je me présente, je m'appelle Rémi Ramirez, consultant ingénieur de la société Enerca. Je m'occupe en interne du volet veille marché hydrogène dont je suis le référent aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui ai mené cette étude donc, sur toute la chaîne de valeur hydrogène. Donc, je vous propose de commencer par le volet production et donc de parler de l'électrolyseur parce que c'est sur ce segment-là qu'on a décidé de faire un focus. On va aussi parler du PEM, enfin on va faire un focus sur l'électrolyse alcaline parce que c'est la technologie la plus mature aujourd'hui. On parlera aussi du PEM dans un deuxième temps. Donc je vous propose de commencer. Donc le plus gros du marché adressé, c'est les fortes puissances. Mais ça, c'est expliqué par, comme l'a dit Karel, la volonté de massifier la production d'hydrogène renouvelable. C'est pour ça qu'on mise sur l'électrolyse en fait. Alors, la technologie d'électrolyse alcaline, c'est la plus mature sur le marché, c'est celle qui présente des coûts les plus attractifs. Là, sur la gauche, vous avez un schéma du procédé d'électrolyse alcaline. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'un électrolyseur, en fait, on parle d'une unité d'électrolyse qui comprend à la fois un stack, là où il y a le cœur de la réaction qui va produire notre hydrogène, mais aussi d'un ensemble d'auxiliaires, communément appelé le balance of plant. Et ça, quand on regarde le schéma, on voit tout de suite qu'il y a plein de composants de la mécanique qui entrent en jeu, comme des pompes, puisqu'il y a de la circulation et de la recirculation de fluides à l'intérieur et en dehors du stack. Il y a des échangeurs, il y a des unités de séparation, il y a des sécheurs, il y a même de l'électronique, puisqu'il y a un système de contrôle-commande. Et en fait, un électrolyseur, ce qu'il faut comprendre, c'est tout un système qui fait appel à plusieurs cœurs de métier, dont la mécanique. Et c'est important de comprendre ça parce que les auxiliaires, finalement, ça représente un coût non négligeable dans le prix d'un électrolyseur, c'est 55% du prix. Et d'ailleurs, quand vous allez parler avec des acteurs de la filière, demandez-leur le prix équivaut à quoi? Est-ce que c'est un électrolyseur qui prend en compte tout le système? Est-ce que c'est seulement le stack? Est-ce que vous avez pris en compte l'électronique? Est-ce que vous parlez d'un électrolyseur, une unité de production clé en main? Ça aussi, c'est un terme que vous allez retrouver.
Parce que, en fait, clé en main, ça veut dire que c'est un électrolyseur qui prend en compte la mise en service, en fait, de tout le génie civil et l'étude d'ingénierie pour mettre en place et implanter en fait l'électrolyseur. Et ça, c'est des prix différents. Et voilà, quand on parle avec des clients, on se rend compte que enfin, il y a ça à avoir en tête parce que voilà, il y a des prix qui peuvent être complètement différents en fonction de quoi on parle. Donc un électrolyseur, ça peut être tout ça, et il faut bien se demander de quoi on parle. Donc ça, c'était à l'échelle du système. Maintenant, on va s'intéresser donc plus techniquement à ce que c'est un électrolyseur à l'échelle du stack. Alors, il y a plusieurs composants clés dans un électrolyseur, donc je ne vais pas tous les citer, mais si je peux en citer quelques-uns, l'électrolyseur alcalin, il se démarque parce qu'il utilise un électrolyte à base de NaOH ou KOH très concentré, KOH qui fait office de catalyseur en fait. On a un diaphragme qui fait office d'échangeur d'ions OH-, on a les électrodes où se produit les produits, donc l'hydrogène et l'oxygène, il y a les plaques bipolaires, tous ces composants-là, en fait, ils sont compactés dans des cellules d'électrolyse, vous pouvez le voir sur votre gauche, sur un petit schéma, et en fait, un stack d'électrolyseurs, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de cellules d'électrolyse qui vont être agencées ensemble. Et c'est là qu'intervient en fait l'industrie de la mécanique, parce que en fait, avec leurs procédés et leurs compétences dans l'usinage, dans l'assemblage, dans le soudage, beaucoup de moulage aussi, c'est eux qui vont être chargés en fait d'assembler tout ce système, puisque ce système doit répondre à des fonctions clés qui sont la tenue mécanique, le comportement en milieu humide et corrosif, l'étanchéité qui est l'une des problématiques les plus importantes dans le secteur de l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est une petite molécule, il faut réduire absolument les fuites dans ces systèmes-là. Je mets le doigt aussi sur la compatibilité, excusez-moi, avec l'oxygène, parce que l'oxygène aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. On parle souvent de compatibilité avec l'hydrogène, mais l'oxygène, ça peut être dangereux. Enfin, il y a des risques et il y a des contraintes de propreté à respecter, parce que ne serait-ce que quelques poussières dans le système peut provoquer des explosions. Enfin voilà, des choses très graves. Donc tout ça, faut avoir ça en tête. Et justement, en fait, les mécaniciens travaillent en étroite collaboration avec ce qu'on appelle dans le milieu les systémiers. Les systémiers, c'est ceux qui vont concevoir et designer tout ce système et cet ensemble de composants, en fait. Et ils vont établir un cahier des charges pour les mécaniciens en disant, bah, j'ai besoin de tels composants qui assure telle fonction, donc les fonctions qui sont présentées sur le slide, donc en respectant un certain poids, une certaine compacité, voilà. Donc voilà, et c'est cette collaboration qui permet de mettre en place au bout en fait un système électrolyse, donc alcalin ou PM, etc. Donc pour l'électrolyse PM, les problématiques et enjeux se trouvent sur la densité de courant. Je ne vais pas m'attarder plus dessus, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait un focus à concevoir des électrodes zéro gap, des diaphragmes plus fins et à concevoir des électrocatalyseurs pour augmenter la densité de courant. C'est sur ça qu'on met l'accent. Et la mécanique aussi, euh, au-delà d'aider dans la fabrication d'électrolyseurs aussi, est là pour apporter ses compétences dans le développement R&D. Donc là, on a parlé d'électrolyse alcaline, on va parler de l'électrolyseur PEM. Là, vous avez un schéma du système PEM et on se rend compte que finalement, c'est un schéma qui ressemble beaucoup à l'électrolyseur alcalin. Alors, ce qui différencie le PEM et l'alcalin, c'est surtout au niveau de la membrane qui est utilisée. Là, on a une membrane échangeuse de protons. C'est toute la technologie est là. Cette membrane, elle coûte cher. Donc, même si l'électrolyseur PEM, il présente aujourd'hui des performances sensiblement supérieures à l'électrolyseur alcalin, eh ben, c'est plus cher. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et là, encore une fois, eh ben, il y a toutes les composants de la mécanique qui reviennent. Donc, des pompes de recirculation, des échangeurs, toujours de l'électronique, plein d'unités de purification et de séparation. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électrolyseur, pardon, c'est un système multiphysique qui fait appel à plusieurs cœurs de métier
qui sont la mécanique, le gaz, le fluidique, beaucoup de fluidique, et voilà, l'électronique et tout ça. Et tout ça collabore ensemble pour établir ces systèmes électrolyses. Voilà. Donc pour finir sur le sujet électrolyseur, on vous a fait une cartographie des acteurs de l'alcalin et du PEM. Alors, elle n'est pas exhaustive, hein, il faudrait rentrer dans le détail pour énoncer vraiment tous les acteurs. Là, il y a beaucoup d'acteurs que vous pouvez retenir. Je peux mettre le doigt sur McPhy et Elogen, qui sont des acteurs français. Et en fait, cette slide, elle permet aussi de nous rendre compte que ce n'est pas seulement les acteurs qui sont spécialisés dans l'hydrogène, qui se positionnent sur la production d'électrolyseurs. Il y a aussi des Cummins, il y a aussi des Siemens qui à la base n'étaient pas dans le secteur et qui se positionnent dessus, puisque en fait la production d'électrolyseurs, ça devient un enjeu majeur avec cette volonté de massification de production d'hydrogène renouvelable pour répondre en fait aux objectifs européens et nationaux. Donc voilà, il y a un grand marché sur lequel se positionner aujourd'hui sur le volet électrolyse. Donc maintenant, on va passer sur le volet stockage. Donc le volet stockage, il va se faire en deux parties. D'abord le stockage gazeux et puis le stockage liquide. Sur le stockage gazeux, on parlera beaucoup du type 4, vous allez voir. Donc j'enchaîne sur la suite. Avant de parler du type 4, on va d'abord présenter tous les types qui existent. Alors ça va du type 1 au type 4. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on monte haut dans le type, si je peux dire ça comme ça, plus on va avoir des réservoirs légers et plus on va avoir des réservoirs qui atteignent des pressions importantes. Et du coup, plus on va avoir des réservoirs qui coûtent plus cher aussi. Alors aujourd'hui, il y a deux types qui sont beaucoup utilisés, c'est le type 1 et le type 4. Le type 1, si on fait un focus dessus, c'est des réservoirs entièrement métalliques, souvent en acier, avec des pressions usuelles de 200 à 300 bars. Ça peut atteindre quand même 500 bars, un type 1, il faut savoir. C'est principalement utilisé pour du stationnaire, du stockage stationnaire ou mobile, donc c'est pour du transport d'hydrogène. Mais aujourd'hui, les enjeux se trouvent surtout sur le type 4, où là, on a un réservoir composé par des matériaux composites avec un liner polymère. Là où le type 3, qui était avant utilisé pour la mobilité, on en reviendra, mais le type 4 est utilisé sur les stockages embarqués. Là, on a un liner polymère, alors que le type 3, on a un liner métallique. Voilà. Type 4, la pression standard à retenir, c'est le 700 bars. C'est privilégié pour des applications au-dessus du 500 bars. Il y a plusieurs réservoirs par véhicule. Alors là, vous avez l'architecture d'un véhicule léger, mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la pertinence de l'hydrogène se trouve dans la mobilité lourde, donc tout ce qui est bus, BOM, camion, et puis bateau, train, et même plus tard l'aéronautique. Hein. Donc voilà, c'est une filière qui est encore en cours d'industrialisation, on en parlera dans la prochaine slide. Il faut savoir que c'est les réservoirs les plus légers qu'on a sur le marché, enfin commercialement. Et les coûts, en fait, viennent surtout du fait qu'on a une fibre de carbone et un liner polymère qui coûte cher à fabriquer et à structurer, en fait, simplement. Et pour rentrer en détail dans toutes les couches qui sont intégrées dans un réservoir de type 4. Donc, on a la coque qui est en fibre de carbone, que j'ai dit, le liner en polymère. Le liner, en fait, il est là pour faire barrière de perméabilité. Et il y a plein de fonctions qu'un réservoir doit avoir, qui sont la résistance mécanique au stress, les absorptions de choc, solidité important, tout ça, c'est important à tenir, puisque c'est pour des applications embarquées qu'on va utiliser ces réservoirs. Aujourd'hui, comme j'ai dit, cette filière, on est encore en recherche d'efficacité. Donc il y a toujours de la place pour de la R&D et de développement pour ce type de réservoir. On cherche à trouver des fibres de carbone. Bon, je ne vais pas tout lister, hein, mais voilà, on cherche plus de résistance, une tenue aux températures plus élevées encore. Et c'est là que l'industrie de la mécanique est très sollicitée sur ces volets-là. Ouais, elle connaît bien le secteur du réservoir. Donc là, c'est encore des procédés de moulage, de chaudronnerie, pour la fabriquer tout ça avec de l'enroulement filamentaire.
Je vais aussi mettre le doigt sur le fait qu'il y a une soupape de sécurité, donc le TPRD, qui a comment dire, un composant important quand même du réservoir, puisque ça assure une sécurité supérieure. Alors simplement, en fait, il y a des, comment on appelle ça, des capteurs thermiques et de pression qui, s'ils détectent une anomalie, eh ben, il y a une purge qui se fait sur le réservoir. Donc ça aussi, c'est un composant de la mécanique qui est important, et il y a aussi de l'enjeu dessus. Donc voilà, donc tout ça, c'était ce qu'il fallait savoir sur le type 4. Ouverture sur le type 5, parce que oui, il y a un 5e type qui est en développement, il faut savoir. Alors, c'est pas très mature aujourd'hui, mais il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un réservoir qui est 15 à 20% plus léger que les autres réservoirs quand même. Il a la caractéristique de ne pas avoir de liner et d'être entièrement composite. Mais du coup, ça soulève une problématique. On n'utilise qu'un seul matériau, qui est donc la fibre de carbone. Et ça, l'enjeu, il est surtout sur les matériaux utilisés pour les résines, puisque en fait, la résine doit à la fois fournir une résistance structurelle, mais aussi former une couche de barrière imperméable à l'hydrogène. Et souvenez-vous, le liner, en fait, c'est ce qu'il faisait, c'est cette barrière imperméable. Et là, on se retrouve avec un seul matériau qui doit jouer les deux fonctions en même temps. Et aujourd'hui, c'est pas encore assez mature et ça forme des micro-fissures à des niveaux de pression élevés. Et du coup, il y a encore de la R&D à faire là-dessus. Mais c'est un réservoir qui serait tout à fait pertinent pour des marchés comme le spatial, l'aéronautique et le ferroviaire, puisque c'est des marchés qui profiteraient d'avoir des réservoirs aussi légers, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, on vous a fait une cartographie des acteurs de la filière réservoir gaz hydrogène. Donc, il y a des acteurs français encore, donc on peut citer Forestia, Mahitech, Plasticomium et d'autres encore. Présent en France, il y a Calvera qui est beaucoup présent, il y a FIBA aussi. Et j'aimerais souligner que même si il y a beaucoup d'acteurs en place déjà sur le volet du réservoir et que c'est quelque chose de mature, notamment sur le type 1, hein, je ne parle même pas du type 4, juste du type 1, en fait, avec cette massification de production d'hydrogène, eh ben, on va se retrouver à avoir des électrolyseurs de partout, mais du coup, l'hydrogène qu'on produit, il va falloir le stocker, il va falloir le comprimer. On parlera des compresseurs justement dans le prochain webinaire. Mais là, je parle des réservoirs. Et en fait, on a eu des retours des acteurs sur lesquels on a prospecté, qu'il va y avoir une saturation, enfin, une probabilité de saturation des productions de réservoirs donc, dans ce secteur, parce que, en fait, la filière se dynamise et peut-être que la filière du réservoir n'arriverait pas à suivre. Du coup, ça laisse la place à de nouveaux acteurs pour se positionner sur ce segment-là. Voilà, c'est un message important à retenir. On va maintenant finir la présentation sur le volet hydrogène liquide. Donc, l'hydrogène liquide, historiquement, c'est mature. Enfin, le gros marché, c'est dans le secteur du spatial. C'est vraiment ce secteur qui porte les innovations et les nouvelles technologies dans ce secteur-là. Aujourd'hui, les réservoirs d'hydrogène liquide, donc cryogénique, c'est en aluminium dans ce secteur-là. Et pour la filière hydrogène, donc notamment dans le transport routier, c'est mature, hein, c'est utilisé et s'appuie sur des réservoirs en acier. Et justement, demain, ce sera possible d'utiliser des réservoirs en aluminium. Parce que comme j'ai dit, toutes les technologies et les innovations sur le spatial pourraient venir sur notre filière hydrogène. Et après, à noter qu'il y a aussi le stockage embarqué, l'hydrogène liquide, qui est aujourd'hui peu mature, même s'il y a des acteurs qui commencent à se positionner dessus et à réfléchir là-dessus, hein, puisque ça pourrait être pertinent pour des applications de mobilité lourde, hein, notamment des camions ou des trains, etc. Voilà, donc c'est des questions qu'on se pose. Pour aller dans le détail, alors, on comprend bien que pour maintenir un hydrogène sous forme liquide,
il faut aller à des températures, excusez-moi, très basses, c'est moins 250 degrés. Et du coup, il y a un grand enjeu à minimiser les transferts de chaleur. Et c'est pour ça que les réservoirs cryogéniques sont généralement fabriqués avec une coque externe et une coque interne, avec au milieu une isolation sous vide en fait. Il y a d'ailleurs une autre option d'isolation, c'est d'acheminer en fait plusieurs couches de feuilles d'aluminium alternées. Et voilà, là, principalement, c'est on travaille sous vide en fait. Et ça, comment dire, ça montre une problématique, et la problématique qu'il faut retenir dans le réservoir cryogénique, c'est le boil-off. Alors, rapidement, le boil-off, en fait, c'est que même après tous ces efforts d'isolation en fait, de notre réservoir cryogénique, il y a quand même des transferts qui se font et une partie de l'hydrogène liquide qui s'évapore sous forme gazeuse. Et ça fait monter en pression le réservoir. Et ça, c'est mauvais parce que ces réservoirs ne sont pas faits pour maintenir des pressions élevées. Et pour éviter l'éclatement de ces réservoirs, il faut décharger une partie de cet hydrogène sous forme gazeuse. Et c'est ça qu'on appelle le boil-off. Et on perd 2 à 3% d'hydrogène par jour sur ces réservoirs-là. Et donc, c'est un enjeu et on essaye de baisser ce ratio le plus possible. À noter que la mécanique, elle, elle a toute sa place parce que c'est justement sur des innovations sur la mécanique aussi qu'on peut jouer pour améliorer tous ces performances en fait sur les réservoirs cryogéniques. Parce que là, encore une fois, quand on regarde les schémas, on voit qu'il y a des valves, il y a des échangeurs, il y a tout un système fluidique qui se met en place autour du réservoir cryogénique, peut-être même plus que sur le réservoir gazeux finalement. Donc voilà, il y a toute une patte mécanique qui se rajoute, voilà, qu'il faut avoir en tête sur les réservoirs. Donc ouais, tout ça, c'était réservoir cryogénique. On va maintenant passer sur la pompe cryogénique qui est encore, une fois là, on est encore sur un composant bien de la mécanique que la mécanique connaît. Alors, la pompe cryogénique, il faut savoir qu'elle intervient au niveau des stations d'hydrogène liquide, puisqu'en fait, c'est elle qui va acheminer l'hydrogène sous forme liquide à des réservoirs d'hydrogène sous forme gazeuse. Il y a même un échangeur qui peut être placé qui est même souvent placé entre la pompe cryogénique et ces réservoirs-là. Et là, on fait face encore aux mêmes enjeux où on veut travailler sous vide pour éviter les pertes et les évaporations par hydrogène liquide. Donc, ces pompes cryogéniques sont généralement entièrement soudées. Donc, ça fait appel à des compétences assez pointues, donc de la mécanique, pour fermer hermétiquement tous ces systèmes-là. À noter que j'ai voulu parler d'un cas particulier appliqué au domaine spatial qui, pour certains projets, conçoit des pompes cryogéniques avec des matériaux composites. Et donc c'est assez spécifique, hein, ça coûte cher de faire ce genre de pompe cryogénique. Mais du coup, derrière, on a une pompe cryogénique avec des transferts de chaleur qui sont réduits et des vitesses de fonctionnement plus élevées, et simplement en fait des pompes cryogéniques qui sont plus performantes. Et voilà, donc aujourd'hui c'est sur le domaine spatial, peut-être que demain ce sera sur la filière. Et en fait, il y a plein de choses que la mécanique peut adresser, et voilà, il y a plein de choses en réflexion sur ces sujets-là. Je vais finir mon discours en parlant des liquéfacteurs, parce que voilà, donc ça c'est beaucoup étudié par des acteurs comme Air Liquide, Linde. Les Japonais aussi se penchent beaucoup là-dessus, comme Kawasaki. Alors, un liquéfacteur, rapidement, c'est composé de deux choses: un cycle de réfrigération qui utilise souvent un réfrigérant qui est l'hydrogène pour produire cette énergie froide. Et cette énergie froide, on va l'utiliser pour justement liquéfier notre hydrogène gazeux à travers tout un système fluidique, encore une fois, qui traverse une chambre froide qu'il faut isoler, encore une fois, sous vide. Et ça, pareil, ça fait appel à des compétences pointues pour souder, brider et sceller tout ça ensemble. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des joints, mais il y a la problématique
d'étanchéité, et vu qu'elle est présente partout dans la filière hydrogène, voilà, il y a un grand enjeu aussi sur les joints sur cette filière. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir des liquéfacteurs. Pour conclure, on a vu que la mécanique, elle est présente, et même très présente sur les systèmes hydrogènes, que ce soit sur le volet production, sur le volet stockage, parce que simplement avec leurs compétences sur les procédés d'usinage, de soudage, de traitement de surface, de beaucoup de moulage, ils permettent d'assembler en fait des systèmes qui vont répondre à des fonctions importantes, qui sont les tenues mécaniques, les compatibilités des matériaux avec l'hydrogène, la résistance à la corrosion, la perméation, l'étanchéité. Tout ça, c'est ce qu'apporte la mécanique à la filière. À noter notamment que la filière de la mécanique a un gros marché dans les auxiliaires. On a vu voilà, que les auxiliaires, c'est beaucoup de fluidique, c'est des valves, c'est des pompes, c'est des composants simples de la mécanique, mais qui sont importantes à assembler ensemble pour que tout ça puisse fonctionner. Qui met fin à notre première partie donc, de cette étude sur la place de la mécanique dans la filière hydrogène. Donc, on a parlé du volet production et stockage. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du volet distribution, où on parlera beaucoup de stations. On parlera de transport aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, même si on a parlé de stockage. On parlera des compresseurs, du marché qu'il y a, les enjeux, et du cadre réglementaire qu'il y a autour de la distribution aussi. Et aussi au niveau des usages, parce qu'il y aura aussi un volet sur les usages, avec un focus important sur la pile à combustible. Aujourd'hui, c'est la technologie la plus utilisée sur le volet hydrogène. En tout cas, il y a un gros... voilà, oui, c'est sur la pile à combustible, mais il y aura une ouverture quand même sur le moteur à combustion, sur les turbines et brûleurs, et même sur l'injection d'hydrogène dans le réseau, parce que ça, c'est des problématiques qui arrivent vite et qui sont importantes à traiter, et qu'on pourra même approfondir dans d'autres sujets. Donc voilà, je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Donc je suis accompagné de Karel Hubert et de Kelly Girona pour répondre à vos questions. Et pareil, vous, s'il y a des acteurs de la filière qui peuvent apporter des compléments aux questions, alors n'hésitez pas à prendre la parole. On est là aussi pour mettre en relation tout le monde et pour trouver les réponses les meilleures réponses possibles. Donc voilà, Bertrand, je te laisse la main sur les questions. Alors, je